le sujet de la sécurité et on sait ô combien c'est un sujet qui nous concerne tous. À titre, personnel, j'en parle tous les jours aussi, avec les clients, avec les partenaires. Donc c'est toujours bon de replacer ce sujet dans les conversations qu'on a au quotidien. Souvent que voilà, sur le cloud public, il peut y avoir des amalgames qui sont faits entre, sécurité dans le cloud, sécurité du cloud. On va reparler de beaucoup de choses aujourd'hui et on est accompagné de Davy qui est, du coup, instructeur AWS, reconnu, en tant que AWS Mentor aussi, donc formateur de formateurs. Merci encore Davy d'être T'en prie. présent, avec nous et écoute, je te laisse, la parole pour démarrer ou pour en tout cas, expliquer un peu l'agenda d'aujourd'hui. Ouais. Donc on va parler de la sécurité, on va pas juste faire une démonstration des concepts de sécurité, on va les remettre en perspective, comme tu disais, avec l'usage du cloud public. La sécurité, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui fait partie de tout besoin d'architecture, hein. C'est un pilier fondamental qu'on retrouve par exemple dans le modèle dit de la Well Architect Framework utilisé par Amazon ou par Microsoft, Azure ou GCP par exemple, où on retrouve cette logique comment dirais-je, de structure d'architecture avec les notions clés qui sont fondatrices des bonnes questions. Et la sécurité est un enjeu important, ça l'a toujours été. On a de plus en plus de clients qui en prennent conscience, un peu tardivement parfois, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Sachant que si ce n'est pas fait, ça peut avoir des effets évidemment catastrophiques pour une entreprise. La donne qui change quand on va dans un cloud public, vous l'avez peut-être déjà rencontré, vous, dans vos cas d'usage, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle du modèle de la shared responsibility. Donc la shared responsibility, ça veut dire que Amazon ou Azure ou Google, ici Amazon, puisque nous, c'est notre spécialité, c'est notre angle de vue, est propriétaire d'une partie de l'architecture sur laquelle nous n'avons jamais la main. D'accord? Le vrai cloud d'Amazon cache bien des vrais data centers, donc des locaux, avec du refroidissement, de l'électricité, des gens qui s'occupent de gérer l'accueil, la sécurité, etc., qui contiennent les ressources informatiques utilisées par les services d'Amazon. Donc on a une couche matérielle ensuite là-dedans, avec des serveurs, des équipements réseau, des équipements de stockage, des outils de monitoring, une couche d'hyperviseur pour la virtualisation, voilà, des sous-couches de réseau logique. Tout ça, c'est eux qui le gèrent. Et donc, à partir du moment où on va dans un cloud public, Shared Responsibility rappelle qu'il y a une partie de tout ça dont on n'aura jamais la main. Et ça pose déjà des questions sur l'approche de la sécurité. Donc, la sécurité, c'est ce qu'on s'est dit quand on a préparé le sujet. La sécurité, en fait, il faudrait peut-être déjà définir tout ce que ça encadre comme notion. Donc, la sécurité, c'est maintenir dans un état donc maîtrisé, contrôlé les ressources de façon à gérer les droits d'accès, à gérer la traçabilité des accès ou des usages, à gérer aussi les abus potentiels, à gérer aussi tout ce qui serait du type de la vulnérabilité ou de l'exploitation non prévue. Et ça couvre aujourd'hui jusqu'à la résilience et la capacité de se reprendre. D'ailleurs, le sujet de la résilience aujourd'hui, vous avez des SRE, Site Recovery Engineer, qui sont spécialisés là-dedans, mais on pourrait, ça fait partie pourtant de la notion. On parle de la CIA quand on fait de la sécurité, contrôle, intégrité et A, c'est pour availability, donc disponibilité. Parce que si on se passe du côté opposé de la sécurité, qui est de venir faire du mal à vos infras, à vos applis, il y a évidemment voler de la donnée, rentrer pour manipuler une application, mais il y a aussi de la rendre inutilisable. Ça fait partie des objectifs potentiels des attaquants en sécurité. Donc, le champ de la sécurité, c'est pas juste des outils de sécurité. Vous avez peut-être des collègues parmi vous, autour de vous, qui, dès qu'ils entendent parler de sécurité, vous parlent de firewall. Oui, c'est bien, mais c'est comme si vous me disiez la sécurité d'une maison, c'est juste une serrure sur la porte. Oui, mais alors si tes fenêtres, tout le monde peut les ouvrir de l'extérieur aussi, ça va pas te servir à grand-chose d'avoir juste une serrure sur une porte. On est d'accord que l'ensemble des éléments de sécurité dans une maison,
C'est la stabilité du bâtiment, c'est le faire qu'on a des fenêtres qu'on peut pas ouvrir à l'extérieur, c'est faire qu'on puisse mettre des volets par-dessus, qu'il y ait des serrures, voire plusieurs serrures avec plusieurs points de blocage sur les portes, et puis peut-être un mécanisme de vidéosurveillance et de détection de mouvement, etc. Et vous voyez, on a en fait le champ de la sécurité, c'est plein d'autres choses. C'est aussi les détecteurs de fumée, par exemple, dans un bâtiment, et le fait d'avoir aussi des extincteurs à chaque étage. Tout ça, ça fait partie de la sécurité au sens large. C'est contrôler bien sûr qui va pouvoir rentrer et puis avoir la traçabilité de qui fait quoi. Donc tout ça, c'est le champ de la sécurité. Et on va regarder justement la question de confiance qu'on peut avoir avec le cloud, parce que c'est ça la question sous-jacente du module d'aujourd'hui. C'est pas juste vous énumérer les notions de sécurité, c'est répondre à la question aujourd'hui de la confiance. On a des clients qui vont dans le cloud, donc c'est qu'a priori, il y a une relation de confiance qui arrive à passer. J'ai toujours dit dans ma carrière, hein, si les clients n'avaient pas confiance sur les aspects de sécurité, le cloud, on n'en ferait pas. C'est tout. Voilà. Le client, il n'y aurait personne dedans parce qu'on se dirait, ah non, c'est pas fiable. C'est comme le système bancaire. Le système bancaire a été obligé de vous rassurer pendant des années pour pouvoir créer cette relation de confiance où vous dites, a priori, si je mets mes sous dans une banque, c'est plus sûr que si je les mets sous mon matelas. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, ça ne nous pose pas de problème. On part du principe que mettre l'argent dans une banque, c'est plus sûr que de le garder sous son matelas. C'était pas le cas dans les premières banques. Dans les premières banques, la sécurité n'était pas aussi bonne. Même l'intégrité n'était pas aussi bonne non plus. Donc, vous voyez, une question de maturité, mais il reste quand même, comme tu le dis, Axel, un sujet de questionnement aujourd'hui chez les clients. Les clients qui vont vers le cloud ou les clients qui y sont déjà, et les clients qui commencent à nourrir des doutes parce qu'il y a des sujets de sécurité plus ou moins précis ou plus ou moins larges, comme la gouvernance ou la souveraineté, qui nous amènent des questionnements beaucoup plus complexes. Ils se disent, oui, il y a des outils, oui, il y a des fonctionnalités, oui, j'ai un partenaire, mais c'est quoi ma relation de confiance avec lui et comment je fais moi pour me rassurer là-dedans? Donc nous, on va déjà voir ce qu'est la sécurité en soi, la sécurité des systèmes en cloud avec quelques options, et on va parler aussi bien sûr donc de la résilience et de la souveraineté et de la conformité, et on va essayer de voir quelle est la bonne approche à avoir à chaque fois. Donc oui, il y a des doutes légitimes. Euh, alors, les éditeurs de cloud vous disent à chaque fois oui, vous pouvez nous faire confiance, ça, ça, ça. On peut comprendre, nous, du point de vue des clients, qu'il y a un doute légitime qu'on y va. Donc, si vous avez un doute légitime, si vous rencontrez vous aujourd'hui des clients qui ont un doute légitime, il n'y a pas de raison de les contredire. Ce doute est légitime. Maintenant, vous savez ce qu'il y a comme différence entre un complotiste et quelqu'un qui se pose des bonnes questions, c'est que le complotiste n'arrive pas à accepter qu'il n'ait pas encore la bonne réponse. Donc, il la fabrique. Mais derrière chaque complotiste, il y a quelqu'un qui se pose juste des questions. Donc, les questions, le doute est forcément légitime. Il est même plutôt sain dans le domaine de l'architecture. Il est sain dans le domaine de la sécurité, de se dire, je dois toujours me poser la question. Faut pas que je me rassure sur mes lauriers. Faut pas que je me dise, une fois que j'ai fait ça, c'est bon, il peut plus rien arriver. Et d'ailleurs, quand on rentre dans les métiers de la sécurité, on apprécie souvent les gens qui arrivent à penser en dehors des modèles, qui arrivent à tourner, vous voyez, le bras, forcer le bras d'une application dans un sens ou un autre, parce que ça nous permet d'envisager des cas d'usage auxquels on n'aurait pas pensé, ou alors on se dit non, mais c'est trop peu probable. Trop peu probable, en architecture, ça n'existe pas. C'est juste une étude de risque, et il y a toujours un risque. Se prendre une météorite sur la tête, c'est un risque très limité, oui, mais en même temps, il y a des météorites qui tombent toute l'année sur Terre. Donc, il y a quand même un risque. Bien sûr que c'est très 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 peu probable. Vous avez plus de chances de vous faire renverser par une voiture que de prendre une météorite sur la tête. Mais il se peut que pendant cette vidéo, je me prenne une météorite sur la tête pendant que je vous parle. C'est une probabilité. Elle est faible, mais pourtant, on la prend en compte quand même. Alors oui, ça ne veut pas dire qu'on sort avec un casque blindé tous les jours. Après, on estime de voir si ça vaut le coup du risque ou pas. Et la sécurité, comme tu disais tout à l'heure, Axel, c'est marrant parce que tous les clients en parlent, ils sont toujours ravis, ils veulent en faire au moment du repas. Et après, quand tu dis, bon, maintenant on va budgétiser tout ça, là, on a des approches où les clients ont tendance à croire que ils peuvent passer à la trappe. Alors, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, ça. C'est une espèce de croyance qu'on retrouve dans plein d'autres domaines où les gens vous disent, ah, mais nous, jusqu'ici, tout va bien, on n'a pas eu d'ennui. Bah oui. Mais moi aussi, c'est pareil. Voilà, j'ai pas eu de problème de santé jusqu'au jour où j'ai un problème de santé. J'ai pas eu d'accident jusqu'au jour où j'ai un accident. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de soucis jusqu'ici que ces soucis ne vont jamais arriver. Alors moi, j'ai un cas d'usage à te partager et j'aimerais bien comprendre l'angle que tu prendrais pour adresser ce cas d'usage. Pour le coup,
C'est un client qui a déjà été sensibilisé au risque de cyberattaque, puisqu'il en a, il en a eu une. Et pourtant, c'est une PME hein, qui fait, je crois, dans les 20 millions de chiffre d'affaires en France, fournit des solutions de climatisation pour l'aéronautique. Et ils ont subi une cyberattaque en 2021, et donc il m'a challengé sur le fait de savoir comment se passait la sécurité chez AWS notamment. Donc toi, quand on te pose cette question, vu que c'est un client qui a déjà des services Fortinet, etc., voilà, des solutions qui sont reconnues, comment tu répondrais? Alors, d'abord, je vais commenter ce que Nicolas dit. Oui, l'accoutumance au risque, ou à l'habitude, en tout cas, de l'absence de ce risque, réduit la perception de ce risque. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'arrive pas qu'il aura moins d'impact le jour où il arrivera. Et c'est pas parce qu'il n'arrive pas qu'on l'évitera de plus en plus. Donc, effectivement, ouais, il faut garder en tête. Alors, bah, ton client qui a déjà eu une attaque, moi, je lui dirais déjà de m'en parler pour voir ce qu'il a vécu, comment il l'a compris, comment il a répondu, et surtout, qu'est-ce qu'il a appris depuis. Déjà. Et je lui rappellerai que ensuite que dans un cloud, je suis responsable de mes applications. Le fournisseur de cloud ne l'est pas. Donc je lui dirai, ben, ce que tu as appris, tu vas le ramener dans le cloud. On va déjà commencer par ça. C'est important ça parce que on le voit régulièrement aujourd'hui en formation chez les clients. Les clients ont tendance à vouloir se défausser sur le fournisseur de cloud en disant à partir du moment où j'y vais, c'est eux qui vont gérer ça, ça, ça. Non, c'est une fois de plus la shared responsibility. On a besoin de prendre en compte de regarder notre niveau de responsabilité et d'en être conscient sur chaque service. Alors, la petite difficulté qu'on va avoir, c'est que d'un service à l'autre, il faut déjà comprendre la charge de responsabilité de chaque service. Et donc, ça, c'est déjà un premier niveau. Donc, quand on veut sécuriser ces systèmes d'information à soi, on va commencer par ça, ben, il faut déjà comprendre l'environnement dans lequel on va travailler, l'environnement cloud et ses subtilités. Je vous prends un cas d'usage. Vous avez besoin de mettre une base de données dans le cloud d'Amazon. Première alternative de cette base de données, c'est de créer une instance EC2, donc une VM sous Windows, sous Linux, dans lequel vous rentrez puis vous installez la base de données. Niveau de responsabilité d'Amazon le plus bas possible. Eux, ils vous délivrent les hyperviseurs dans un data center pour que la VM existe. À partir de là, Windows, Linux, c'est vous qui le gérez. La couche base de données, c'est vous qui gérez. Et tout ce qui se passe autour, c'est vous qui gérez. Si maintenant vous prenez le service RDS, Relational Database, on pourrait dire, mais le service RDS, tu sais quoi? C'est une EC2 avec une base de données dedans. Oui, c'est vrai. C'est une EC2 avec une base de données dedans, sauf que la base de données, c'est plus moi qui l'installe. Et donc, je ne gère plus l'OS ni la couche d'installation de la base. Par contre, je reste administrateur, administratrice de la base. Et donc, j'ai des paramètres à regarder d'ajustement. Et ici, on va avoir une responsabilité, vous voyez, qui est plus haute de la part Amazon, parce qu'ils vont rentrer dans l'OS carrément, au point de nous interdire l'accès à l'OS directement. Et donc, ça veut dire que eux vont, par exemple, nous signifier qu'il y a des mises à jour à faire, des mises à jour critiques de l'OS ou du moteur de la base. Et il va falloir qu'on les prenne en compte. Donc, voilà ce que je vais faire avec le client, c'est de le prévenir, attention à ce degré-là. Et si on va vers une approche serverless, par exemple Amazon RDS Aurora en version serverless, dans ce cas-là, Amazon enlève même la notion de machine et nous délivre un service serverless où on ne s'occupe que de taper dans la base de données, on s'occupe plus des machines qui sont en dessous. Les mises à jour, on ne les voit même plus ici. Elles sont faites en back-end et c'est eux qui s'en occupent. Donc c'est une question de est-ce que j'ai encore envie de cette dette technique de gérer ces aspects-là ou est-ce que j'en ai encore besoin? Et si j'en ai pas Et besoin, est-ce que je peux utiliser le service? Donc ça, c'est le premier niveau. en quoi utiliser un service managé, comme peut l'être RDS, ça peut être un atout pour la sécurité? Bah, un des défauts qu'on a souvent chez les clients, c'est qu'ils savent très bien qu'il faut faire les mises à jour, mais qu'ils ne les font pas. Chez Amazon avec RDS, on n'a pas le choix. La mise à jour, elle aura lieu. Si c'est une mise à jour minime, on a le droit de dire non, on s'en fout. Ils ne sont pas vexés, tout le monde s'en fout. Si c'est une mise à jour critique, la seule chose qu'Amazon vous dit, c'est combien de temps vous me laissez avant de la faire. Et on a un temps maximum, alors de mémoire c'est 3 mois, je crois, pour la valider. Au bout de 3 mois, que vous soyez d'accord ou non, ils la mettront un jour, parce qu'il en va du contrat, justement, de relation qu'on a avec eux et de l'exploitation potentielle des failles. S'il y a une mise à jour critique, c'est qu'il y a une vulnérabilité connue, soit dans l'OS, soit dans le moteur de la base, qui est exploitable par quelqu'un. Et je rappelle que les vulnérabilités, elles sont aussi connues des équipes de sécurité comme des attaquants, puisqu'elles sont renseignées, elles sont documentées, donc à partir de là, on sait comment faire. D'accord? Donc moi, ça va me pousser à avoir des bonnes pratiques, un outil comme ça.
D'accord. Mais mis à part la mise à jour, il y a d'autres atouts que tu vois? Je vais avoir plus facilement, d'abord la mise à jour, donc ça c'est déjà important parce que c'est quand même un des sujets fondamentaux, hein. Un pirate va partir du principe qu'on n'a pas fait les mises à jour et que dans 75% du cas, c'est le cas. Donc tu vois, il y a trois quarts des cas où il suffit de regarder la version de l'OS ou de l'appli qu'on utilise pour connaître la version, pour voir qu'elle n'est pas à jour et qu'il y a une faille utilisable visible devant nous. Ce qui est déjà, c'est comme si vous mettiez sur une fenêtre que cette fenêtre elle est cassée, quoi. C'est annoncé partout. Donc évidemment que les voleurs vont rentrer comme ça. C'est déjà un gros aspect. Sur un RDS, ce serait pas le meilleur exemple après pour moi parce que ça reste une VM, tu as des droits d'accès à gérer. Là, Amazon ne t'empêche pas de faire des bêtises. Si on va sur du serverless, l'avantage du serverless, c'est qu'on n'a plus assez aux couches OS du tout. Là, elles existent même plus du tout. Alors, mais déjà dans RDS, on pourrait le limiter, mais je trouve pas que ce soit le meilleur exemple pour ça. Mhm. Donc, si on va dans un service managé comme DynamoDB, par exemple, on fait pas du SQL traditionnel en en client-serveur. On fait de l'appel d'API. Et l'appel d'API, il faut déjà comprendre l'API et avoir les droits de le faire. Donc ça va cumuler un autre aspect. Alors, je pourrais donner un élément de sécurité supplémentaire à l'approche serverless. C'est qu'une base de données RDS, je pourrais lui faire un flooding. Je pourrais la remplir artificiellement de requêtes et faire tomber la machine parce qu'elle n'est pas élastique. Alors qu'un service serverless étant lui-même élastique, je sais que je vais le voir gonfler, gonfler, gonfler. Et là, dans ma relation Amazon, évidemment, je me mettrai des alertes et j'essaierai de comprendre ce qui se passe. Donc tout à l'heure, tu disais comment on peut parler de ça aux clients pour comprendre la responsabilité d'Amazon ici. C'est que Amazon va potentiellement me fournir soit des outils pour monitorer et donc détecter les comportements bizarres. On a même des outils dédiés à ça chez Amazon. Hein, on a par exemple, moi je vais y arriver. Guard Duty, qui est un outil d'analyse de comportement qui va analyser les logs qu'on va lui donner chez Amazon et qui va être capable de détecter des patterns. Donc, c'est un outil, un d'IA, de machine learning, qui a déjà découvert des patterns de comportement type. Donc, on va prendre le comportement réseau, la consommation des machines, etc. Et on va pouvoir identifier certains comportements qui sont déjà remplis, documentés et se référer. Attention, l'outil ne dit pas que c'est ça. Il dit juste c'est digne d'intérêt, c'est une suspicion. Suspicion n'est pas culpabilité. La suspicion, c'est juste, il y a il y a un faisceau d'indices concurrents qui permet de s'interroger sur ça. Et il vous dit, c'est potentiellement ça. Par exemple, détecter que quelqu'un utilise des crypto-monnaies ou fabrique des crypto-monnaies avec vos OCDO. On sait détecter le Bitcoin parce que ça a une signature particulière. Si c'est une attaque de type DDoS, Amazon a une responsabilité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le programme Shield. Amazon fournit un programme d'accompagnement qui dit que tout client d'Amazon est prévenu des attaques qui ciblent une de leurs ressources. Ça veut dire qu'en parallèle de ça, il faut bien voir qu'Amazon subit plein d'attaques directement eux. Alors, soit parce qu'ils sont ciblés directement, soit parce qu'on essaye d'atteindre des ressources qui sont chez eux et c'est leurs équipements qui les détectent. Ça, Amazon s'en occupe, cette partie-là, et on ne la voit pas. Par contre, elle n'est pas documentée pour nous. Dans Shield standard, ce qui est le support de base que tout le monde a, par contre, si vous avez une attaque d'IDO sur un de vos serveurs web et qu'on voit bien que ça attaque l'IP de votre serveur, etc., dans ce cas-là, Amazon vous enverra une alerte qu'il faut prendre en compte. Parce qu'Amazon, leur boulot, c'est pas juste de vous dire il y a l'alerte, c'est de dire si vous ne répondez pas, alors notre rôle est de vous protéger. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent l'accès réseau de cette machine pour éviter que la facture s'envole. Ils font ça systématiquement. Pourquoi? Tout simplement parce que s'ils faisaient le contraire, les clients gueuleraient. Bah oui, s'ils disaient juste, il y a une alerte, vous la prenez pas en compte, nous on s'en fout, c'est votre problème. Le problème, c'est que vous pourriez vous retourner contre eux en disant, ouais, vous avez fait exprès, vous ne me l'avez pas dit, vous avez laissé tourner, moi ça me fait une grosse facture. Donc Amazon dit, non, non. C'est comme à l'hôtel, vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous faites la fête, l'hôtel voit qu'il y a plein de monde qui vont dans votre chambre, ils pensent qu'il y a un problème, ils appellent la chambre, il faut répondre au téléphone. Si vous répondez pas au téléphone, ils vont devant la porte d'entrée, ils empêchent que les gens rentrent. Et c'est à nous de répondre dans ce cas-là. Ce qui est normal, ils font leur boulot et donc ils protègent à ce niveau-là. Par contre, si moi l'attaque, elle m'arrive et que je la comprends pas, je ne sais pas la gérer, le boulot d'Amazon reste là. C'est ce que je dirais aussi aux clients. C'est pour ça que c'est important de savoir quelle histoire il a déjà, quelle culture il a déjà. C'est un discours que j'ai tout le temps en formation aujourd'hui, en conseil. Amazon, comme Microsoft, comme Google, ne peut pas et ne peut jamais se substituer à une équipe et une compétence de sécurité chez le client. Et il y en a des clients qui souhaiteraient qu'il y ait des services de sécurité qui suffisent. Je comprends. Franchement, je comprends. Ce serait tellement pratique. Mais la sécurité que j'ai chez moi, elle est propre à chez moi.
C'est-à-dire que je peux utiliser des outils qui sont communs, mais la façon dont je vais l'appliquer chez moi, c'est propre à chez moi. Alors, tu as donné l'exemple de produits, tu Oui, disais, d'ailleurs, imaginons j'ai un client qui utilise toutes sortes de produits, par exemple Fortinet, Palo Alto, et j'ai construit un standard autour de tous ces outils. Qu'est-ce que tu dirais à ce client pour basculer sur AWS par exemple? alors bah, d'abord, je lui dirais que c'est compatible. Parce que ces éditeurs de sécurité bien connus font partie de ce qu'on appelle le marketplace. Donc il y a un endroit chez AWS où on peut aller chercher des images toutes prêtes à l'emploi, des partenaires connus ici de sécurité. On va avoir ce qu'on appelle des AMI, des Amazon Machine Image, des templates déjà tout faits qui contiennent des images avec un OS et les outils applicatifs ou les couches d'appliances de sécurité connues comme Big IP Dev 5 par exemple, pour donner juste un exemple. Donc on va avoir ces outils-là qui sont fournis dans le marketplace et qu'on peut consommer. Et quand on les connaît déjà, l'avantage, ce serait de pouvoir déjà, par exemple, faire un POC, pouvoir tester la viabilité du produit chez Amazon. Voir, alors, quand ça arrive, moi, j'ai toujours tendance à dire aux clients, on va peut-être aller regarder les détails de la licence d'utilisation pour voir si c'est la même que chez nous. Parce que c'est confortable de retrouver ces outils. Et je comprends complètement qu'un client veuille retrouver le même périmètre. Et ça peut se comprendre aussi pour des questions stratégiques, simplement. On pourrait dire que c'est juste de la fainéantise de ne pas changer. Non, non, c'est peut-être aussi parce que en fait, ces outils-là sont très bien paramétrés chez lui, qui font très bien le boulot, qu'il les connaît, que ses équipes les connaissent, et qu'on veut transporter le même niveau de fonctionnement. Et il y a le besoin aussi peut-être de faire le chemin inverse, le cas échéant. Parce qu'il y a des clients qui se posent la question. On avait fait un sujet là-dessus. S'en aller du cloud pour X raisons, qu'on ne soit pas satisfait, qu'il y ait un problème de crise ou juste ne serait-ce que du rollback pour pouvoir reprendre plus tard en cas de panne, bah, c'est bien d'avoir un périmètre identique des deux côtés. Et on avait dit quand on fait un cloud hybride, le mieux c'est effectivement d'essayer d'avoir le même périmètre. Donc ça peut tout à fait se comprendre de vouloir garder les outils. Maintenant, j'irai toujours regarder éditeur par éditeur quelles sont leurs politiques de licence dans le cloud, qui peut être différente d'un cloud privé. Et on a des éditeurs qui n'ont pas les mêmes licences, voire avec des options qui n'existent pas en cloud public, parce qu'ils préféraient qu'on utilise leurs solutions à eux à l'extérieur d'Amazon, par exemple des solutions en SaaS, pour ceux qui en proposent. Et il faut juste garder en tête que on ramène les habitudes, on ramène les outils, ok, mais on ramène la dette technique qui va avec et la montée en compétences nécessaire pour le maintenir. À double tranchant. Si ça se justifie par un aspect stratégique, ok. Si c'est juste une question d'habitude mais qui ne se justifie pas, je suis peut-être moins à l'aise avec l'idée de valider qu'on va le faire. Parce qu'il y a des systèmes de licence derrière. Et ces systèmes de licence ne sont pas gratuits. Et j'ai déjà vu un scénario d'un client qui pensait avoir 2500 $ de facture, qui a fait 25 000 $ de facture en un mois. À Parce cause de la qu'il sécurité? parce qu'il avait juste pas envisagé qu'il comparait le prix d'une VM, parce que le prix qui est donné, c'est celui d'une seule machine avec les AMI. Il avait oublié, il comparait ça au service d'Amazon. Il disait le service d'Amazon est plus cher. Oui, mais le service d'Amazon, il est nativement déjà redondé. Donc, c'est déjà celui pas une, mais au moins deux. Et ensuite, il est élastique, c'est-à-dire que quand tu tapes une attaque et que tu fais du temps de millions de requêtes par heure, ben, l'outil, il tient la route. Là, il a eu une hausse brusque, ben, il s'est retrouvé à multiplier le nombre de machines par 10 et à payer les licences qui vont avec. Donc, il faut regarder les méthodes de licensing pour voir si elles nous conviennent. Alors, il y a des éditeurs avec lesquels on peut avoir des arrangements là-dessus, il y a des volumétries acceptées, etc. Donc, si on sait où on va, il n'y a pas de problème. Par contre, ça veut dire qu'il faut regarder tout ça. Donc, si vous comparez une AIMI du marketplace à un service managé d'Amazon comme un WAF d'AWS qui existe, c'est pas comparable en fait. C'est comme si vous compariez le fait d'aller manger au restaurant 3 étoiles pendant une semaine au fait d'acheter les ressources nativement vous-même. Vous voyez, le prix de la patate au kilo à Auchan ou à Inter, elle est moins chère que d'aller les manger au restaurant. Et en même temps, au restaurant, il y a un service. Si demain vous avez plus de patates, que vous allez au restaurant, le restaurant vous sert. Si demain le restaurant est fermé, que vous n'avez pas de patates chez vous, vous ne mangez pas. Donc il faut garder, vous voyez, le parallèle entre les deux. Et souvent, on a tendance à vouloir comparer les prix des outils. Mais là, il faut comprendre qu'un service managé, c'est aussi un des aspects des services managés, c'est qu'ils sont managés. C'est-à-dire qu'il y a une partie du boulot qu'on n'a plus à faire. C'est-à-dire que j'ai des gens qui n'ont pas besoin de savoir le faire. J'ai pas besoin d'avoir des gens mobilisés à le faire. J'ai pas besoin d'avoir des backups de ces gens-là quand eux, ils sont pas là. Tout ça, en fait, c'est des employés de nos équipes qui sont disponibles pour autre chose. D'accord? Autre chose qu'on ne peut pas leur faire faire s'ils sont pris à faire ça. C'est ce que certains managers ont du mal à comprendre quand ils vont dans le cloud, c'est qu'au bout d'un moment, ben, ses collègues, ils sont partis faire autre chose. Donc, si tu lui remets des trucs sur la tête, au bout d'un moment, il faut arrêter de le remplir. C'est pas parce qu'on est dans le cloud que c'est magique, c'est extensible. On va juste subtiliser certaines activités des employés. Donc, il y a des services managés qui existent.
on a donc le WAF d'Amazon, on a les services autour comme le DNS d'Amazon, Route 53, on a donc le WAF d'AWS qui s'appuie sur l'Edge Location, on a le CDN, CloudFront aussi qui s'appuie sur l'Edge Location. On a une série de services comme ça qui viennent fournir tout un étui de services en lien à la protection de mon cloud. Et ces services sont dans l'Edge Location. Et je rappelle le concept, je ne sais pas si tout le monde y est familier, mais l'Edge Location, c'est des data centers en plus des régions. Donc les régions, c'est, on va dire, le cœur de l'activité d'Amazon. Vous allez dans un pays, vous avez des data centers réunis en 8 zones, puis en région. Mais ça, les régions, il y en a 28 aujourd'hui dans le monde. Les Edge Location, il y en a plus de 700 dans le monde. C'est toute une espèce de myriade de satellites, de data centers dédiés à ces fonctionnalités-là, justement, comme un écran de protection autour des régions. Et donc, si on compare une solution hébergée dans une AMI à ça, il ne faut pas oublier que le WAF d'Amazon, il est dans 700 data centers dans le monde. Si vous déployez l'AMI de Palo Alto ou de Juniper ou de F5 dans une EC2, elle est dans une seule zone, dans une seule région. Donc là aussi, il y a ces aspects-là à prendre en compte. Si demain vous me dites, moi je voudrais sécuriser par exemple ma prod, mon dev, plusieurs projets en même temps, etc., vous allez vous retrouver dans ce modèle-là à envisager de faire plusieurs portes d'entrée différentes avec les mêmes outils à payer plusieurs fois. Alors après, une construction réseau raisonnable est envisageable, c'est-à-dire de mutualiser, de faire une porte de sortie globale, etc. Mais ça veut dire qu'il faut déjà avoir une bonne connaissance du cloud. Là, ce seraient des aspects d'infrastructure pure. On utiliserait un service connu pour ça chez Amazon qui s'appelle la Transit Gateway. Hein, pour ceux qui connaissent peut-être déjà un petit peu, que vous ne savez pas, la Transit Gateway, c'est comme un gros hub de concentration sur lequel on peut connecter plein de VPC, et y compris des VPC dans d'autres accounts si on l'utilise avec le service qui s'appelle le Resource Access Manager d'Amazon. Donc ça veut dire qu'on pourrait créer des VPC comme ça de portes de sortie dans lesquelles on mettrait nos outils de sécurité et on ferait connecter ensuite tous les comptes avec tous les comptes et tous les VPC dont on a besoin à cette grande porte d'entrée-sortie et on mettrait des règles d'usage pour pouvoir par exemple mutualiser. Donc il y a des moyens de subtiliser, mais ça resterait un VPC qui contient des instances de C2. Pour moi, ce n'est pas aussi élastique qu'un service managé sur plus de 700 data centers. Donc, à un certain niveau d'échelle, ça nécessitera d'envisager des très grosses surcharges. Les clients, il y en a qui le font aujourd'hui, qui sont capables de le faire. Mais il faut être réaliste dans ce cas-là sur les scénarios. L'autre avantage, par exemple, de l'expérience de ton client que tu as déjà eu, c'est que si son attaque, par exemple, c'est une attaque DDoS, il a une idée de l'amplitude que ça prend. Et donc, il y a des valeurs, tu vois, réalistes. Des fois, quand tu annonces certaines valeurs aux clients, ils ont du mal à te croire. Et bah oui, mais en même temps, Oui. le mec a envie de te nuire, il t'envoie tant de millions de requêtes par minute. Parce qu'il a que ça à foutre, et puis il a détourné des Mhm. zombies pour ça, et les zombies se posent pas de questions. Donc on a des Ouais. amplitudes, on a des envergures d'attaques qui des fois ne sont pas comprises, pas bien estimées. Donc comment estimer la facture que ça va générer derrière, c'est pas évident. Ouais, c'est très intéressant. Donc, par rapport à ce que tu nous dis, ça veut dire que ça nécessite quand même une étude assez fine Oui, entre je garde mes outils, je garde mes habitudes, mais finalement, ça va peut-être pas répondre à mon cas d'usage, ou alors je change d'habitude, et à ce moment-là, j'adopte une nouvelle façon de faire dans le cloud. Admettons, cette attaque, elle aboutit, ce qui était le cas de mon client, et il m'a stipulé avoir mis 2 semaines à récupérer ses services. Dans quel cas AWS ou un cloud provider peut aider à la restauration, voilà, continuer l'activité. On parle de backup, on parle de disaster recovery, etc. alors pour terminer sur la responsabilité du client, on va enchaîner sur la partie résilience. Le client, on pourrait dire aussi, mais attends, le cloud n'est pas gratuit, les services d'Amazon ne sont pas gratuits. Non, ils ne sont pas gratuits du tout. Donc, si on utilise le boîte d'Amazon, il est facturé aussi. Donc, si on prend une attaque, il y a une amplitude qui est mesurée. Euh, mais on a des engagements, par exemple, avec le programme Shield, donc, et Shield Advance, l'option d'Amazon. On a un forfait supplémentaire à payer à Amazon. Donc là, vous avez un coût fixe par mois qui est à hauteur de 3 000 $. Et vous avez là un accompagnement beaucoup plus profond. Donc là, si vos équipes de sécurité sont pas très à l'aise, il y a celle d'Amazon qui leur parle. Donc là, par exemple, tu vois, quand tu as une attaque, je dis souvent une attaque, tu ne l'arrêtes pas. Tu essayes de la limiter, de serrer les dents pour la vivre au mieux et essayer de détecter donc effectivement qu'est-ce qui se passe et ensuite comment t'en débarrasser. Et si la personne assiste, tu vois, il faut changer de vecteur d'attaque, il faut adapter sa défense. Ça peut durer effectivement plusieurs dizaines d'heures.
Donc ça peut être long. Donc toutes les mains qui peuvent nous être tendues par Amazon sont profitables. Donc dans Shield Advance, on a ce programme. L'intérêt de Shield Advance, c'est qu'un service comme le WAF, il n'est plus facturé. L'autre intérêt de Shield Advance en termes de facturation, et je finis là-dessus, c'est que Shield Advance vous rembourse avec Amazon le prix de l'attaque. C'est-à-dire l'amplitude de consommation des ressources qui arrivent, comme tu dis, qui passent, et qui passent nos barrières. Quand elles arrivent sur les serveurs, sur le load balancer, tout ça, c'est élastique. C'est élastique, sauf que ben, ça me fait de la consommation, mais c'est de la consommation dont je ne veux pas, moi. Donc là, Amazon fait l'analyse de facture après, ce qu'on appelle l'analyse post-mortem avec eux, hein. On fait l'analyse de l'attaque, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter, pour mitiger au maximum la prochaine fois que ça arrive ou pour le bloquer. Et puis on analyse aussi la dépense superflue et Amazon nous rembourse. C'est pour ça que mis bout à bout, ben, ça, si on est une cible sensible, si on a potentiellement un risque d'attaque fort, ça peut être intéressant d'aller vers ces solutions. Donc, une fois que l'attaque est passée, qu'il y a eu des dégâts de fait, ben, il faut déjà qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il faut qu'on puisse mesurer l'amplitude déjà. Donc, il faut qu'on monitore. Chez Amazon, on a de la documentation qui existe autour de la sécurité, qu'on donne des fois dans les cours de sécurité, on en parle aussi. On a des white papers là-dessus sur quelles sont les procédures à mettre en place en cas de défaillance chez vous. Par exemple, si vous perdez une access key secret key, qui est une faille de sécurité monstrueuse, c'est la deuxième faille de sécurité du cloud, hein, après l'exposition de données accidentelles sur les buckets. Bah, on a une procédure qui est déjà cadrée. Et on a même des outils d'automatisation pour ça. Donc Amazon va nous inviter, et nous on le fait aussi avec les clients, à automatiser le plus possible les détections de ces événements et la réaction à ces événements. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà aider à créer de la capacité de reprise. Ça peut l'être par de la sauvegarde toute simple. Donc la sauvegarde chez Amazon, on peut alors soit s'appuyer sur des outils de sauvegarde tierces qui sont compatibles avec Amazon. On sait très bien que les outils tierces, évidemment, ont besoin d'être compatibles avec Amazon pour continuer à exister dans l'environnement du cloud public, sinon c'est un marché qui leur échappe. Donc on a plein d'éditeurs de sauvegarde qui fonctionnent très bien avec AWS, avec Azure, avec Google aujourd'hui. Tu parles de Vim, par exemple? Par exemple Vim, Backup Exec, etc. Des outils comme Tivoli, tout ça c'est compatible, qui savent parler surtout aux API d'Amazon. Mais il faut regarder ensuite quelles options de sauvegarde ça nous propose. Et le système de licence, toujours. Parce que Vim, par exemple, a changé ses systèmes de licence dans les 5 dernières années plusieurs fois, et quand on voit les coûts que ça fait aujourd'hui, ben on a des clients qui gueulent sur Vim. Non pas que le produit soit mauvais, bien loin de là, au contraire, mais le système de licence paraît disproportionné par rapport en fait au service rendu, sachant que Amazon, par exemple, a attaqué ce secteur-là il y a quelques années avec un service qui s'appelle AWS Backup, qui n'a pas de surcoût. Lui, quand on l'utilise, il fait de la sauvegarde, donc il génère par exemple des snapshots des instances EC2, comme on ferait avec Vim. Sauf Mhm. qu'ici, j'ai le prix du snapshot, ça je l'aurai dans les deux cas, mais par contre, je n'ai pas d'outil sous licence à payer pour avoir ces snapshots. L'avantage en plus de ce genre d'outil, c'est que c'est intégré à Amazon. Donc quand j'utilise mes backups, mes sauvegardes ne sont pas, comment dirais-je, une action à moitié visible, mais une action complètement visible du côté Amazon. C'est-à-dire que quand j'utilise des sauvegardes par AWS Backup, ça reste dans les logs d'Amazon. Si vous utilisez des sauvegardes à partir de Vim, j'ai une commande qui est émise de Vim, mais je n'ai pas l'origine de la commande. Il faut que je croise les logs de Vim plus les logs d'Amazon pour comprendre. Ce qui en soi n'est pas dramatique, mais en termes de Ça rajoute. sécurité, et ouais, Ouais. exactement, ça fait un élément supplémentaire qui peut rajouter de la complexité dans la chaîne de responsabilité, dans la visibilité, c'est lecture. Là encore, je le redis, c'est pas impossible, c'est pas grave en soi. Je dis juste, je dois moi le prendre en compte de façon très cartésienne. Si je prends cette option-là, j'ai une chaîne complète de commandes identiques, tout est au même endroit. Sinon, là, j'ai deux éléments. J'ai un appel qui est fait qui engendre une action. Il faut que je puisse faire la corrélation après. Si vous faites quelques dizaines de sauvegardes par jour, ça va. Si maintenant vous êtes dans une architecture où vous faites du millier de sauvegardes par jour, bah, ce tableau de correspondance, ça va générer un traitement de données supplémentaire pour pouvoir analyser le contenu. Et quand vous avez des outils de monitoring, de sécurité, de centralisation comme les siens, bah, aller remonter ces informations qui viennent de plusieurs endroits en même temps, ça peut être gênant. Ça peut être plus complexe ou plus difficile. OK? Euh, on a bien sûr aussi tout ce qui est concept de disponibilité, parce que avant de faire de la sauvegarde restauration, qui est un axe de la résilience possible, on peut parler de la haute dispo, de la faute tolérance, par exemple. Donc, faire de la haute disponibilité, on pourrait penser bah, que c'est le boulot du cloud. Non. La haute disponibilité, c'est le boulot des architectes, là encore, de fournir l'option. Si vous faites du développement, moi, une appli que je suis en train de développer, je ne la sauvegarde pas. Elle n'a même pas besoin d'être résiliente, puisque je suis en train de la faire. Il n'y a pas d'enjeu critique. Le code,
Mon développeur, il l'a mis sur un stockage. Ce stockage, ça peut être un bucket S3. Je vous rappelle que S3 est chiffré. Donc, par exemple, tiens, une notion importante. Ça, j'y pense maintenant, mais Amazon en a marre, en fait. Donc, depuis quelques années, qu'est-ce qu'ils font maintenant systématiquement? Je pense qu'il y en a qui le savent déjà. Ils chiffrent quasiment tous les stockages par défaut. S3, février 2023, un matin, on s'est réveillé, tous les buckets étaient chiffrés. Amazon ne nous proposait plus le choix. Il nous disait maintenant, tu as des options de chiffrement si tu veux, mais c'est chiffré. DynamoDB, chiffré par défaut maintenant. Vous voyez, on a de plus en plus de services où le chiffrement va être fait par défaut avec des méthodes optionnelles après. L'avantage, c'est que ça me permet de, comment dirais-je, de respecter mes engagements de conformité. Je dois chiffrer mes données, sauf que si je m'en aperçois après, il faut rattraper. Et rattraper après, des fois, ça nécessite de refaire les données. On ne rajoute pas du chiffrement comme ça à la volée nulle part. Hein, si vous créez une base de données RDS où elle n'est pas chiffrée, la seule solution, c'est de la snapshotter, de l'éteindre, de la restaurer en rajoutant le chiffrement à ce niveau-là. C'est la seule façon de le faire. En fait, de recréer une base où il remettra le chiffrement à ce moment-là. Ce qui va être pénalisant. D'accord? C'est pas un truc que j'ai envie de faire souvent. C'est possible. Là encore, C'est de la dette but, technique, non? ouais, c'est de la dette technique exactement. Et c'est surtout que si j'ai mal compris, il revient sur l'achat de responsabilité, et que je pensais que c'était fait par défaut alors que ça ne l'est pas, le jour où je me fais auditer et que je dis, moi, ma base de données elle est chiffrée et que l'auditeur, il arrive et dit, bah non, en général, ça fait mal quand on voit même, on n'est même pas au courant que la base de données qui est en prod n'est pas chiffrée et qu'elle devait l'être. Ça veut dire potentiellement ma mise en conformité remise en cause. Il y a des accréditations comme ça qui peuvent sauter immédiatement ou ne pas être reconduites. Ces accréditations qui peuvent être nécessaires pour garantir la confiance et le partenariat avec certains de mes partenaires, justement. Donc j'ai impérativement besoin de comprendre, vous voyez, l'importance de comprendre chaque détail et de regarder à quel endroit on fait ça ou pas. C'est pour ça que quand on vous dit, tiens, en fait, tel service, maintenant, il chiffre les données par défaut, enregistrez l'information, allez vérifier service par service toutes ces informations. Donc, pour revenir sur la haute dispo, même chose, la haute dispo, est-ce qu'elle est faite par défaut? Eh bien, ça dépend. Ça dépend des services. Si on prend un service qui est en mode serverless, oui, la haute dispo à l'intérieur d'une région est faite nativement. Vous prenez un bucket S3, prenez une table DynamoDB, vous prenez SNS, SQS, ce sont des services qui sont hautement disponibles au niveau de la région. Ça veut dire que sur S3, la donnée de mon bucket est recopiée dans plusieurs data centers, plusieurs ZUT zones de la région. Dans DynamoDB, ma table, elle est recopiée nativement, physiquement, dans trois ZUT zones de ma région. Si vous prenez SNS, par exemple, SQS, pardon, votre queue, bah, les messages, même chose, sont recopiés, plusieurs exemplaires dans la région. RDS est-il résilient par défaut? Non. Single point of failure. Et là, pourtant, on me dit, ouais, mais c'est un service qui est managé. Ouais. Alors, c'est de la plateforme as a service. Et donc, l'option, elle existe. Mais c'est à nous de cocher la case multi-UAT zone, ce qui augmente la facture. On a deux machines à payer d'un coup. Donc là, vous avez l'option qui pourrait être compréhensible. Pareil, si je fais une base de données de test dans un coin pour développer un bout de code qui n'est pas la prod, quand j'en ai qu'une seule ou j'en ai deux, bah, je préfère en payer qu'une seule dans ce cas-là. De toute façon, la base de données apparaît pour faire le test. Au bout de 7 minutes, elle est plus là. Je n'ai pas de raison de la redonder. Une sauvegarde, restauration me suffirait très largement ici. Par contre, ma base de données de prod, oui, elle doit être résiliente, haute disponibilité. Et il faut comprendre ensuite les limites de ces modèles-là, parce que la haute disponibilité, c'est pas du disaster recovery plan, et c'est pas de la fault tolérance. Tu peux nous rappeler de la faute tolérance? Alors, la différence entre haute disponibilité et fault tolérance, c'est que la fault tolérance concourt à n'avoir aucune interruption. On met tous les moyens en œuvre pour viser à la continuité absolue. Ça se passe souvent par des redondances de redondance de redondance. Un degré de redondance en plus, on va dire que la haute dispo. La haute dispo, c'est vous perdez un truc, on repart. Des fois très très vite, ce qui nous donne la sensation qu'il y a continuité, mais en fait, il y a eu rupture. Votre cœur, vous préférez qu'il soit en fault tolérance plutôt qu'en haute dispo. Donc, gardez bien en tête que quand un client formalise le besoin, l'idée d'une continuité absolue, il rigole pas avec ça. Il y a des métiers comme le bancaire ou la santé, c'est pas discutable. Dans le nucléaire, c'est pas possible. C'est pareil, c'est pas envisageable de dire ouais, mais ça coûte moins. Non, mais je crois que t'as pas compris. Si on coupe, le réacteur rentre en fusion, ils font et c'est Tchernobyl numéro 2. Donc non, c'est juste pas envisageable. Et dans ces moyens-là, donc on crée des systèmes ultra résilients avec de la redondance.
La faute tolérance, par contre, attention, c'est pour vous, dans vos services applicatifs, un mécanisme de l'application. Ce n'est jamais au cloud de la fournir. La faute tolérance, ce n'est jamais à Amazon de la fournir. Amazon vous met des moyens en œuvre pour être très disponible qui participeraient à votre niveau de disponibilité à vous et qui vous aident à atteindre ces niveaux-là. Mais la faute tolérance, pour moi, c'est de la surveillance entre services applicatifs entre eux qui basculeraient entre eux dynamiquement. Maintenant, Amazon peut fournir des services qui nous aident à ça, en étant déjà résilient au niveau d'une région, par exemple. Mais attention à bien voir s'il s'agit d'une continuité, comme S3 par exemple, hein, d'un data center à l'autre à donner l'ISO, ou d'une bascule. Parce que la bascule, quand on fait par exemple du RDS, bah, ça reste un cluster de haute dispo avec des requêtes qui vont vers un serveur qui ne répond plus, puis une redirection. Cette redirection peut poser des problèmes. Alors Amazon a rajouté un service il y a 2 ans qui s'appelle le RDS Proxy, qui est très peu connu, mais qui est fait pour ça. Oui, mais si tu mets un proxy, ça fait de la latence. Ah bah oui, mais bon, on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir tout en même temps. Donc à un moment donné, si on veut créer de la résilience, de la souplesse, et si on veut effacer les effets des bascules, il faut trouver des outils intermédiaires pour nous aider à effacer ça. D'accord? Donc on a ces questions aussi d'approche finalement qui ne sont pas tant des questions de produits que le fournisseur de cloud nous fournit, mais une compréhension du niveau de disponibilité qu'on souhaite formuler et des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Et j'ai envie de vous dire, ce que je suis en train de vous décrire là, vous pourriez le faire aussi en cloud privé. Donc là, il y a aussi un autre aspect qu'on parlait tout à l'heure, c'est le périmètre identique. Ce seraient les mêmes pratiques qu'on mettrait chez nous à côté, en place pour arriver au même niveau de résilience chez nous. Et on l'a dit, on peut faire la différence avec le Disaster Recovery Plan, où là, on dit, OK, c'est la région entière qui est remise en cause. Même chose, c'est comme l'histoire de la météorite, on peut se dire, oui, mais c'est quand même super, super rare. Alors oui, c'est vrai, c'est super rare. C'est pas la panne la plus récurrente. Pourtant, elle est assez récurrente. Ça ne veut pas dire que les fournisseurs de cloud nous cassent des régions régulièrement, ça veut dire qu'il arrive régulièrement des pannes qui peuvent remettre en cause des régions. Et puis, je vous rappelle que le climat est en train de partir en vrille, pour rester poli. Vous voyez Fukushima, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé là à Taïwan, aux Philippines hier. Enfin, on a des catastrophes climatiques qui commencent à faire des gros effets. Fukushima a remis en cause les régions du Japon. Elles ont pu continuer, mais les clients qui étaient là-bas, on leur a signifié notification, ce serait bien de mettre en place vos disaster recovery plan au cas où. Vous voyez? Donc il y a quand même des possibilités aujourd'hui que des régions soient remises en cause. Donc il faut qu'on puisse bâtir là-dessus. Même chose, c'est pas gratuit, oui, c'est souvent l'argument. Ça, tous les clients vous le disent, je l'ai en cours moi, quasiment toutes les semaines. Ah ouais, mais c'est pas gratuit. Il n'y a pas de redondance gratuite. Maintenant, l'objectif, c'est quoi ici? C'est de chiffrer combien vous coûte l'interruption. Et beaucoup de clients ne savent pas le faire. Chiffrer combien coûte la perte de service. Mm. Et quand ça ne coûte pas la totalité de la boîte, c'est souvent le cas, hein. Souvent c'est l'interruption de service. Tu disais là, si le client il a plusieurs jours pour revenir, s'il a du mal à remonter, imaginez ne pas travailler pendant cette période-là. En fait, le pourcentage, c'est près de la moitié des entreprises qui ont subi une catastrophe importante qui dans l'année qui suit, coulent à cause de l'impact et des effets de bord de l'impact. D'accord? Ouais. Regardez l'enseigne Jiffy en France, qui est en train de se casser la gueule, parce qu'en 2023, ils ont fait une grosse migration de leur base de données principale de gestion chez eux, qui s'est très mal passée. Et par effet, vous voyez, par écho, par vague, et ben, ça s'est amplifié. Et aujourd'hui, en fait, ils ont du mal à rattraper 2 ans après, au point où la boîte est remise en cause. Au-delà des aspects de gestion financière de l'entreprise. Mais c'est pas rare, c'est pas les seuls. Vous savez ce qui s'est passé chez OVH il y a quelques années, hein, un data center qui a brûlé. Mais il y a des clients qui ne s'en sont pas remis, qui avaient tout mis dans le même panier. Donc là aussi, il y a une question aussi de compréhension de ça. Et beaucoup de clients disent, ah, mais je pensais que, je croyais que. Non. Et chez Amazon, on vous renvoie à votre responsabilité. À nouveau, share de responsabilité. On vous dit, vous devez prendre conscience de ça. Donc là encore, il y a des documents. Si vous souhaitez être aidé pour rendre conscient vos équipes ou vos clients là-dessus, c'est aussi à nous de porter ça. Donc un disaster recovery plan dans le cloud, ça se prépare. Ça veut dire multi-région. Ça veut dire voir les différences qui peuvent exister entre des régions. Ça veut dire peut-être construire un disaster recovery plan entre chez soi et le cloud public. On peut faire même un recovery plan tripartite, c'est-à-dire être en hybride, avoir du cloud privé, cloud public, et partir que le cloud public est redondé déjà sur lui-même aussi.
Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir tout à l'identique au même niveau opérationnel, sauf si c'est quelque chose de prioritaire. Donc là aussi, il y a une classification quand on fait de l'architecture sur le niveau de criticité des éléments qu'on souhaite reprendre. Il y en a dont on se concentrera de faire des sauvegardes, restaurer avec, je sais pas, des sauvegardes toutes les 6 heures ou toutes les 24 heures. Il y a des éléments qu'on prendra à l'identique en synchro avec un heartbeat constant entre les deux régions cloud plus le cloud privé en même temps pour être sûr de pouvoir basculer dès qu'il y a un problème. Et ça veut dire qu'il y a besoin de s'entraîner à ça. Et là aussi, on retombera sur ce qui nous a servi tout à l'heure d'intro. On a beaucoup trop de clients qui n'osent pas s'entraîner à ça de peur que ça attire la panne, ce qui est absurde. En l'occurrence, il s'agit de pannes à très grosse échelle. Bah, moi, je préfère tester, vérifier que ça marche, ce qui fait que le jour où j'en ai vraiment besoin, je sais que ça marche. Et non l'inverse. Croire que ça marche, en avoir peur, parce que plus vous en aurez peur, moins vous le ferez, moins vous le testerez, plus il y a de chances que ça ne marche pas. Et plus vous en aurez peur. Donc à partir de là, on s'en sert, on n'en s'en finit jamais. Ça porte un nom, hein, cette pratique, ça s'appelle le chaos engineering. Hein, un aspect culturel où on se prépare à la panne en la créant soi-même aléatoirement et non pas dans un cadre prédéfini. Admettons le client, il est d'accord pour aller dans le cloud. Il va aussi poser une question de sécurité qui concerne la souveraineté et expliquer que comment ça se fait qu'il y a ces notions qui existent comme le Cloud Act qui autorise l'administration américaine à accéder aux données. Là, on explique que c'est forcément obligatoire, que c'est quelque chose qui existe, mais qui est documenté chez AWS. Comment un client peut se prémunir contre ce genre de choses? Il y va pas. S'il veut totalement se prémunir, pour être honnête avec toi, vous pouvez me retrouver dans un podcast là-dessus, on en a parlé. La souveraineté absolue aujourd'hui du cloud, elle existe si vous êtes propriétaire de la totalité de toutes les couches. Ok, c'est pour ça que vous avez des fournisseurs de cloud français qui font des clouds français, c'est-à-dire le matériel est neutralisé, il y a des puces qui sont personnalisées chez eux, les couches système, c'est des kernels open source personnalisés, et ils réinventent tout. Donc, si on ne veut pas atteindre ce niveau de propriété complexe, parce que ça veut dire beaucoup de dettes techniques, etc., alors on peut essayer de voir comment on est à l'aise avec cette notion. Donc, à partir de là, on peut essayer de comprendre ces aspects de souveraineté. Qu'est-ce qu'on remet en cause ici? On met en cause l'idée que la loi américaine n'est pas la même que la loi européenne. Donc, on va faire rapide, parce que c'est pas le sujet du jour, mais c'est un des aspects. Il faut comprendre ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Un juge américain ou le droit américain part du principe qu'une propriété identifiée comme américaine est valable sur toute la planète. Donc, si vous installez une couche applicative sur une de vos machines en France, en Bulgarie, au Japon, en Inde, en Patagonie, la loi américaine dit c'est une société américaine qui gère. Donc, si demain elle a un problème avec la loi, on a le droit de venir saisir le produit ou l'arrêter. Ok. Et cette loi est inapplicable en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, le modèle, c'est la loi du sol. C'est le droit du sol. Le droit du sol, ça veut dire qu'à partir du moment où moi, je suis une société qui a des locaux en France, la première loi qui s'applique, c'est celle de la France, puis de l'Europe. On a ensuite des accords comme le Cloud Act où les législations essayent de trouver un compromis entre les deux. Le souci, c'est que ces discussions... Alors, je rappelle que le Patriot Act devait durer 2 ans, 2001. Bon, ça fait 23 ans qu'il est, enfin 24 ans qu'il est là maintenant. Je connais aucun avocat qui est capable de vous faire tout le case, de soulever tous les axes. Donc là, il faut regarder avec les éditeurs de cloud de comment on peut faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des couches, le cas échéant, si on veut se rassurer. Par exemple, moi, je vais conseiller aux clients de rajouter des couches de chiffrement personnalisées avant que la donnée apparaisse chez Amazon. Peut-être tout simplement aussi de clarifier chez lui qu'est-ce qui est une application à risque et peut-être lui conseiller de ne même pas prendre ce risque, dans ce cas-là, de la garder chez lui et de dire qu'est-ce qui est une partie de l'application ou de ces outils métiers qui ne sont pas des outils à risque. Parce qu'en fait, quand on regarde la conformité, souvent, la conformité, finalement, le niveau de criticité n'est pas le même pour tous les outils. Donc, il y a des outils où on peut être plus relax là-dessus.
et on peut les faire héberger dans un cloud public sans prendre trop de risques. L'autre risque qu'on a, mais vous avez le même avec votre OS Microsoft Windows, bah regardez ce qui se passe avec Windows 10. Si l'éditeur a décidé d'une politique qui change et qui vous l'impose, bah il vous l'impose, c'est tout. Et demain, ce qui peut se passer quand on soulève la souveraineté, c'est qu'un éditeur peut très bien décider que, en partenariat avec son État, vous êtes dans un pays qui n'est plus un ami, et donc on vous coupe les moyens. Donc là aussi, ce sont des questions à soulever. Dans ce cas-là, l'approche qu'on a, on en avait parlé, je crois, dans d'autres modules, et on en reparlera probablement, c'est d'avoir une approche hybride, c'est-à-dire de garder du cloud privé à côté et de garder les éléments dans son cloud privé. Si maintenant, demain, j'ai un client qui me dit, mais non, mon cloud privé, je ne veux plus le gérer du tout, alors je lui dirais, ben, il faut faire un cloud mix, si vous acceptez le mix, avec un fournisseur américain pour ce qui est, on va dire, relativement léger en sécurité, et trouver des partenaires français qui font du cloud souverain réel, par exemple avec la norme Secnum Cloud. Les éditeurs de cloud privés, publics français qui font du Secnum Cloud aujourd'hui, ils ne sont pas très nombreux. Et eux, ils répondent à ces obligations puisqu'ils ce sont des boîtes françaises qui sont sur le sol français et qui ont des couches personnalisées. C'est quelque chose que OVH met en avant depuis quelques temps maintenant. Ils ont des offres de cloud purement à leur sauce. Et c'est la seule stratégie viable. On a Green Cloud qui fait ça, Cloud Temple en fait, Outscale en fait aussi. Voilà. Donc on a ces offres-là. D'accord. Donc ça peut être d'aller chercher des étiquettes comme ça, des normes, comme la Secnum Cloud est la plus exemplaire pour ça. On a eu celle des données de santé, mais maintenant les données de santé, Microsoft l'a eu aussi, Amazon l'a eu aussi depuis. Donc voilà, ils font leur travail à leur niveau, mais ce qui va nous poser problème ensuite, c'est la visibilité. Donc on a des rapports, hein. On a l'outil AWS Artifact Amazon pour récupérer les rapports d'audit, voir ce qui nous est fait, pardon, ce qui nous est dit qui est fait de la part d'Amazon. Quand j'ai un client qui me dit, ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est fait? Bah, moi, j'ai rien qui me prouve qu'Amazon l'a fait, à part que les auditeurs qui vont venir m'auditer ont déjà audité Amazon. Donc, en fait, les auditeurs qui venaient nous auditer chez nous, si vous voulez faire, par exemple, une mise à un standard ISO 27001 et vous voulez vous faire auditer pour votre norme ISO 27001, avoir votre certificat, il faudra aller dans AWS Artifact, récupérer vos certificats dédiés, que vous allez devoir valider en disant que vous reconnaissez la part d'Amazon en tant que sous-traitant de certaines parties, puisque ce sont des parties sur lesquelles vous n'avez pas la main. Ça, c'est le truc qu'il faut bien comprendre et bien avaler, qu'il y a des clients qui ont du mal à comprendre et à accepter surtout que ils disent, oui, mais moi, je suis spécial. Non, Amazon, on s'en fout. Le principe, c'est comme à l'hôtel. Vous pouvez être un très bon plombier ou un très bon électricien, c'est pas pour autant que l'hôtel va vous demander d'aller faire la plomberie ou l'électricité dans l'hôtel. Vous voyez, c'est à l'hôtel de gérer la plomberie et l'électricité, pas à nous. Et même si on a envie, ce ne sera jamais à nous, ils ne nous délégueront jamais ces aspects-là. Donc le AWS Artifact, il faut bien comprendre qu'on n'a pas le choix en fait que de reconnaître la responsabilité du cloud sur les couches qui sont les siennes. Et à Oui, partir de là, j'avais on vu fait notre aussi, demande. Oui, tu pouvais aussi sortir la clé de chiffrement. oui. KMS, hein, les clés de chiffrement sont dedans. On peut en importer, mais on ne peut pas les exporter pour des questions de sécurité. Ou on peut même utiliser Cloud HSM, la même chose. Donc Cloud HSM, on peut créer des clés, mais on ne peut jamais les exporter. Le matériel d'une clé est interdit, hein, mais conceptuellement, c'est interdit. Très bien. Oui, Mais on a des questions ou pas? Non, on n'a pas encore de questions. il y a Audit Manager aussi, pour ceux qui connaissent moins, c'est un outil récent, je vous le dis en plus, parce qu'il est arrivé il y a quelques temps. Et Audit Manager, il est très très pratique pour préparer vos audits. Je vous dis quel type d'audit vous voulez faire, pour quelle certification. Et ça vous guide, ça vous permet de centraliser des documents, pourquoi pas d'automatiser la gestion de ces documents et de vous préparer aux audits, c'est-à-dire de vous simuler vos audits pour voir si vous êtes prêt. Et ensuite, potentiellement, de les mettre en. Si quelqu'un demain débarque chez vous, vous avez tout qui est cadré. OK? Super. Bon, ben, je crois que tu as bien répondu à la question, hein, finalement. Donc, le client que j'ai eu, si on synthétise, donc je devrais plutôt l'orienter sur les services AWS, lui expliquer qu'en fonction des services, il y a des approches qu'il faut avoir par rapport à la résilience, mais aussi à ce que fournit le service, s'il est de région ou pas, etc. Et également tout l'aspect souveraineté à prendre en compte. Oui. Donc faire une étude sur les applications qui sont critiques et celles qui ne le sont pas, pour prendre en compte ces questions-là. Faire une étude aussi, un assessment de ses compétences sur la sécurité, de ses conceptions de la sécurité. Et tu l'as dit en introduction, la sécurité du cloud, la sécurité dans le cloud. Donc, est-ce qu'il a bien compris ce que c'était que le cloud? Est-ce qu'il a bien compris ce que ça fournissait? Quels étaient
niveau de responsabilité qu'il avait. La charge de responsabilité, c'est un truc qui est vraiment, qui peut pénaliser vraiment un client parce qu'il y a ce que je pense qu'est le cloud de ce qu'il est réellement. Donc, il est vraiment important, crucial de bien comprendre quel est le rôle du cloud, qu'est-ce qu'il fournit comme opportunité, et de garder en tête que c'est toujours à nous de choisir en fin de compte. Il n'y a pas de moment où le cloud choisit pour nous. Par contre, il nous propose des options qui peuvent faciliter la vie. Tu parlais de KMS. Bah, KMS, typiquement, si tu as un client qui veut faire du chiffrement mais qu'on n'a jamais fait de sa vie, c'est une option pour être conforme rapidement, sans trop se prendre la tête, en attendant de comprendre comment c'est fait. Tu vois. Donc ça permet. Ok. Il vaut mieux des fois faire des bonnes pratiques sans forcément les maîtriser soi-même que de les oublier, de ne pas les faire et de risquer l'exposition parce que l'effet sera forcément plus grave. Mm. Merci Davy, on arrive à la fin. Si on a 2-3 questions, on peut répondre, sinon Si on vous avez des va questions. clôturer ce cloud shot. Et je pense que ça a été plutôt clair. Merci Davy en tout cas. Je vous en prie. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là pour vous aider, pour vous accompagner sur les projets clients. Tu as dit la share responsibility, elle est hyper importante, mais Oui. c'est encore plus important de la rappeler à chaque fois qu'on parle d'un service en particulier. Parce que les clients ne connaissent pas bien l'environnement AWS, donc c'est à nous de les conseiller et de les amener sur le bon chemin, quoi, finalement. Oui. Eh bien, merci Davy. Je te dis à très bientôt pour un autre cloud shot et merci à tous. Je vous souhaite un bon week-end. Nous, vous qu'on se voit à Axel aussi. Voilà. Hop. Coupe la vidéo.